referendum. And to talk about this, I ask your help while you still get your seats to welcome, first of all, Mr. Ankura Kalla, Vice President of the National Assembly of Niger. Here we go. Hello, Mr. Kalla. You can choose your seat and then we will see. Our next guest is Mr. Alexander Kornienko, First Deputy Chairman of the Verkhovna Rada, Ukraine. I'm also delighted to welcome Mr. Ben Phillips, the author of the book, How to Fight Inequality and Why That Fight Needs You. Mr. Phillips, here he comes. We are also very pleased to have with us the minister delegated to the French Prime Minister in charge of democratic renewal. He's also a government spokesman of France, Mr. Olivier Véran. And last but not least, the very Francophile Mrs. Salome Zurabishvili, President of Georgia. So we need to ask questions about the role that our cultures, identities and educations may play in revitalizing democratic life and citizenship, and how we can do this, how we can give new confidence in the citizens into the democracy. We will ask this our panel right now, and I will start with you, Mr. Kalla, if that's okay. Just to say, to point out that we will be taking more questions. We had a few comments that I know many people wish to say things, so don't worry, we will be taking more of your questions during this debate. Absolutely, and if Alex is only joining us right now, is that he is a specialist of dessert, what's not my case. I hope the dessert was nice. So, Mr. Kalla, je vous parle français, je pense, c'est ce que vous préférez. Le Niger est donc un pays dans lequel la démocratie a fait resurface après plusieurs coups d'État. C'est un pays où la tendance a été donc inversée d'un pays autoritaire de retour vers la démocratie. Quel a été le rôle des leaders politiques nigériens? Quelles sont les bonnes idées, les incisives, l'input que vous pouvez faire pour dire comment un État peut redevenir démocratique? The word is yours, Mr. Kalla. Merci. C'est un plaisir pour moi de me retrouver parmi ces grandes personnalités. Je voudrais, en ce qui concerne le Niger, dire que ce pays constitue une curiosité à l'heure actuelle. Toutes les sommités, tous les grands responsables de la planète qui passent à Niamey admettent que c'est un modèle de démocratie. Ils admettent également que c'est un exemple des pays qui luttent efficacement contre le terrorisme dans cet océan du Sahel où on ne voit pas l'embellie. Je dois dire que cela est exact, surtout quand on sait que le Niger a 7 frontières et sur les 7 frontières, il y a 4 qui sont perturbées et qui ont des défis sécuritaires comme le Nigeria, comme le Mali, comme le Burkina Faso, comme la Libye. Et avec tout cela, et avec l'étendue du territoire, les gouvernements actuels, les autorités actuelles ont pu quand même maintenir un minimum de paix et de sécurité à l'intérieur de ces frontières. Cela est certainement dû à plusieurs facteurs, dont le premier, il me semble être le fait d'avoir un État fort. Un État fort ne veut pas dire des hommes forts, non, pas du tout. C'est-à-dire un État qui est bien organisé, où la justice joue son rôle plein, où la société civile est bien respectée, bien renforcée, où la presse travaille dans aucune espèce de contrainte. Et cela a fait que l'État devient plus fort. Dans un État faible, il ne peut pas y avoir de démocratie, ce n'est pas possible. Alors un État fort, on retient bien. Voilà, très bien. Et deuxièmement, ce que je sais, c'est que les libertés et les droits doivent être
respecter malgré tout. Mais il faut savoir aussi que l'atteinte des citoyens est un phénomène important. Vous allez faire des élections, vous allez revenir prendre le pouvoir. Au lieu de vous occuper de ce qui a été promis aux électeurs, on s'amuse à gouverner de manière un petit peu dilettante et tout cela. Et c'était aussi un obstacle à l'enracinement de la démocratie. Et le fait également de vouloir à tout prix faire des élections viciées me semble être des causes d'instabilité. Et tout comme le fait de vouloir s'enraciner à travers notamment les questions du troisième mandat, de changer les constitutions pour continuer. Évidemment, ça affaiblit et ça provoque les autres forces à s'organiser pour vous chasser. Et de ce point de vue-là, ils pensent que c'est légitimement s'ils vous chassent. Il y a des exemples en Afrique de l'Ouest. Et la dernière chose, c'est que si vous avez des ingérences de point de vue, parce que d'autres États peuvent être tentés d'intervenir d'une manière ou d'une autre pour déstabiliser le pays et dans le but forcément de préserver leurs intérêts. Et la petite histoire, je peux vous dire, ce qui n'est pas encore arrivé au Niger, mais arrive ailleurs, quand des militaires viennent chasser un président démocratiquement élu, vous voyez la foule sortir en liesse, mais avec des drapeaux d'autres pays. C'est-à-dire que ces pays-là sont contents quand on chasse la démocratie, quand on chasse Il y a des pays contents quand la vôtre est déstabilisée. Voilà un peu quelques éléments que je peux donner. Il y en a beaucoup, mais pour l'essentiel, il me semble que ce sont ces éléments qui font que le fait qu'on ait fait très attention à ces éléments, le fait que le pouvoir en place depuis 12 ans a accepté de jouer le jeu et de s'occuper de la population, de s'occuper du devenir du pays, a fait que jusqu'à présent, la démocratie a continué à s'enraciner, la démocratie a continué à préserver, malgré, je peux le dire, des tentatives. Cela ne veut pas dire que tout est beau, tout est embelli. Je peux vous dire qu'en 12 ans, il y a eu 4 tentatives de déstabilisation interne, mais toutes ces tentatives-là ont échoué. Merci beaucoup, M. Kalla, de nous avoir expliqué ça. Je voudrais juste souligner qu'évidemment, cette tentative de rester au pouvoir, de changer la Constitution pour ajouter un terme qui n'était pas prévu ce n'est pas que le fait d'Afrique. Malheureusement, on le voit aujourd'hui aussi dans d'autres pays où le pouvoir s'éternise à cause d'un changement de constitution. Le premier pays qui me viendra ici à l'esprit, ça sera la Russie, juste pour dire. Donc, ce n'est pas un privilège uniquement de l'Afrique. Alors, Mr. Alexander Kornienko, thank you very much for being here. I'm sure you had the very moving tribute this morning that everybody paid to what your country is going to, because you're quite literally the key battlefield in the news at the moment about the fight against authoritarianism. Maybe just a few questions. What would be the lessons that other democracies can learn from your experience? Also, it might be interesting to talk about the democratic process which elected President Zelensky, because he's a very unusual character when he was elected, I think, with 73% in 2019. If you could talk us a little bit through that. And also the ups and downs in the democratic process since you regained your independence. Maybe you want to talk about the role of mass protests. So many things to talk about, and if you could do it in about 4 minutes, which is not an easy thing to do, but you'll be replying also to the audience too. But a few introductory words on those themes. Thank you for your questions. I will answer by Ukrainian for being more clear. Щодо демократії та її захисту. Я хотів би опонувати до назви нашої панелі
щодо маятнику. Що мені не подобається в історії з маятником, те, що він сам повертається на місце, без зусилля. Тобто, якщо ми далі будемо розвивати цю історію, у нас є авторитарний лідер, Comme ça. який очолює Росію, і він ніби качнув цей маятник, його відвів. Да? І далі ми ніби як сподіваємося, що цей маятник повернеться сам на місце потім, як в годиннику. Але я хотів би закликати наше поважне співтовариство все-таки подумати, може в цьому випадку треба йому дати ще додаткове зусилля, щоб повернути його на місце. Маятник демократії, да, оцей? Про що тут мова? Тут мова про те, що демократія зараз переживає дуже серйозний напад на себе. І вперше за останні 70 років це в Європі відбувається. І, мабуть, нам треба прикладати більше, ніж зазвичай зусиль для того, щоб ми зупинили цей напад на демократію. Найбільше зусиль приділяють саме українці. Це відбувається на нашій землі прямо зараз, в цей момент, поки ми тут дискутуємо, гинуть люди, залишаються без світла, води, тепла цілі території, відбувається примусова депортація. І дуже багато речей, які ми називаємо рашизм, і ми хотіли би цим терміном ділитися. Давайте дискутувати, як його застосовувати, яким чином. Дуже багато речей, схожих на геноцид, ми спостерігаємо, коли без будь-яких причин цілі селища, вулиці просто винищуються. Але я хотів би говорити і про захист демократії, про який ви правильно поставили питання. І воно пов'язано з вашим другим питанням щодо 73%. Дуже дивна, для нас вона зрозуміла, але була дуже дивна історія, коли почалась повномасштабна атака Росії 24 лютого, і дії президента знову почали підтримувати ще більше людей. 80, 85, 90%. Да? І тут ми приходимо до того, про що казав мій шановний колега з Нігеру, про роль відповідальних лідерів, які мають брати відповідальність в той момент, коли він настає, і далі вести за собою країну. Звичайно, це не має загрожувати і ніяк обмежувати процес демократичний. І я хочу доповісти, що у нас абсолютно, незважаючи на воєнний стан, і незважаючи на те, що депутати 9 місяців перебувають тотально під загрозою ракетного удару по Верховній Раді, по нашому парламенту. Я не хочу навіть пропонувати уявити, що 9 місяців над цим куполом висіє російська ракета. Це, не дай Боже нікому такого уявляти, але там сидять мої колеги, депутати, які можуть підтвердити. Кожне засідання ми йдемо із розумінням, що перші сигнали тривоги ми спускаємось. Тому що неможливо переобрати український парламент під час війни. І це дуже відповідально. Але в цей час, коли немає тривоги, опозиція готує свої пропозиції, озвучує їх. Ми їх обговорюємо, ми голосуємо. Ми деяким законам приділяємо десятки годин. І це є демократичний процес. Паралельно нас ідуть роботи в комітетах, підгрупах і так далі. Це демократичний процес. Президент підписує наші закони, по деяким у нього є своя думка, він нам їх повертає. І це демократичний процес. І я думаю, що дуже важливо при захисті демократії не втрачати саму демократію. І це відповідь на ваше третє питання. Чому я та мої друзі в 2004 році вийшли на Майдан? Тому що була загроза демократії, в нас хотіли викрасти результати виборів. Чому ми з друзями знов-таки вийшли в 2013 році на Майдан? Тому що в нас хотіли украсти можливість бути частиною Європи, європроцесу, євроінтеграції. І щоразу, коли у українців виникає загроза демократії, а зараз це Майдан розміром з усю країну, яка вся бореться, абсолютно, від військового до
дитини в дитячому садку, то українці будуть захищати демократію. Тож моя пропозиція захищати її разом, для цього і над цим працювати і нашому поважному співтовариству. Дякую. Yes, sir. Thank you very much indeed. Thank you. Thank you so much. Mr. Phillips, I'm turning to you. Inequality is historically given one of the biggest threats to the survival of democracy, this we know, and we have also to say that the gap between the richest and the poorest, also here in Europe, not only all around the world, is unfortunately deeper and deeper. So what we can learn about this and how we can turn this knowledge into a guardian of democracy. Thank you. And it's a real privilege to be amongst all of you. The role that all of you here will play in defending democracy is key. Democracy is a verb. It is not a noun that we live in, but it is a goal that we must continuously fight for. And it is inseparable, the democracy crisis is inseparable from the inequality crisis. The fight against inequality is essential in defending democracy, and a deepening of democracy, by which I mean citizen organizing, not merely voting once every 4 or 5 years, but organizing, claiming from below, is vital to the fight against inequality. Before the COVID crisis, 7 in 10 people lived in countries where inequality was getting worse. After the COVID crisis, 10 in 10 people live in countries where inequality is getting worse. In the first year of the COVID crisis alone, the ILO showed that workers lost $4 trillion, while Forbes magazine showed that billionaires gained $4 trillion. A transfer of wealth from workers to billionaires of $4 trillion in the first year of the COVID crisis alone. As Wilkinson and Pickett have shown in their wonderful book, The Spirit Level, inequality is a public bad. What I mean by this is everybody loses when a society gets more and more unequal. It's like pulling an elastic further and further and further, and then it snaps. You can plot on a graph on one axis how unequal is the country, and on another axis the proportion of people who work as private security guards. Unequal countries don't trust each other. They are violent, dangerous, dysfunctional places. And as collective power atomizes, that is the gap into which strong men attacking people for being different because they look different or pray different or love different, that inequality crisis is their moment of opportunity. And unless we turn it around, unless we fix that inequality crisis, we will be in a catastrophe of democracy. The good news is we know what to do. The policy mix is not that complicated. Pay workers fairly, expand public services, raise up ordinary people's conditions, control the wealth, the behavior, and the political influence of the super rich. The challenge is how to make that happen. And history shows one thing. It has never, ever, ever been given to you, this mix. It has only ever been won from below. And that is true not only when you have bad leaders at the top, but when you have good leaders at the top. Lyndon B. Johnson said to Martin Luther King, look, I know what I have to do, but you have to make me do it. Jay Naidu, who led the trade union movement that helped to bring down apartheid, he told me this. He said, Ben, no one cedes power because of a great PowerPoint. What matters wasn't the quality of our argument alone, but our strength, our power. That's also why Martin Luther King talked about organizing ourselves into being a compelling power. Only pressure from below can win this, can win that fight against inequality, which is inseparable from the fight to protect democracy. Cesar Chavez, who organized US farm workers, he said this: we don't need perfect political systems. We need perfect participation. And what he meant was this: democracy is not something that members of this panel or anyone outside is going to give you.
It is something you are going to fight for. Now, there's an old saying, and I love this saying. It says this: the people united will never be defeated. The people united will never be defeated. Here's the sad thing. That's not true. The people united have often been defeated, but the people disunited have always been defeated. And so though resistance doesn't always work, acceptance always doesn't work. In this game of democracy, in this game of the fight against inequality, you here are not in the audience. You're not spectators. You're on the field. You will make history. Olivier Véran, vous avez un titre intéressant, vous êtes chargé du renouveau démocratique dans un pays comme la France. Est-ce que, je me demande, et surtout par rapport à votre ancienne fonction aussi en tant que ministre de la Santé, est-ce qu'il s'agit surtout de la confiance du peuple vers les élus, parce que vous avez dû faire face à je ne sais pas combien de fausses informations sur le Covid, par exemple. Est-ce que c'est une question de la vérité, c'est ce que vous voyez avec tout ce qui concerne Trump aux États-Unis? Quels sont les principaux obstacles à ce renouveau démocratique? Comment vous le définissez dans un pays, c'est intéressant, comme la France, qu'on citerait peut-être spontanément comme étant un pays on ne peut plus démocratique? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci pour votre accueil. J'entendais les deux premiers intervenants et je respecte forcément immensément ce qu'ils traversent. Ils nous ont fait part de systèmes démocratiques qui sont attaqués de l'extérieur, par un envahisseur, par des voisins. La France, comme d'autres démocraties occidentales, a la chance, le privilège de ne pas être attaquée, en tout cas pas de façon directe, par un envahisseur extérieur. Ce qui ne veut pas dire que notre démocratie ne soit pas fragilisée. À l'instar d'ailleurs d'autres systèmes démocratiques, on a pu le voir dans certains pays européens à l'occasion des dernières élections. Je pense à nos voisins et amis italiens, où un mouvement plus populiste a pris le pouvoir. Vous avez cité Trump, on pourrait citer Bolsonaro au Brésil, qui s'il a été battu, ça a été finalement de peu, au regard du mandat qu'il a exercé et de ce qu'il a mené comme politique pendant 4 ans au Brésil. Et ce qui m'interroge, c'est qu'est-ce qui fragilise notre démocratie de l'intérieur? Vous l'avez cité, il y a la question de la désinformation. Ça veut dire que quand on est en responsabilité, quand on est au pouvoir, il faut combattre ce mécanisme de désinformation par de la régulation. L'Europe vient de se doter d'outils importants avec des paquets législatifs pour réguler la désinformation, notamment sur Internet. Ça veut dire qu'il faut aussi que nous, responsables publics, nous soyons capables de davantage communiquer, notamment à destination de la jeunesse, par les outils numériques récents. Mon fils a 12 ans, il s'informe sur TikTok en 12 secondes. Donc ça veut dire que les canaux habituels d'information, de diffusion de l'information, ne sont pas adaptés à l'ère du temps. Et on sait qu'une fausse information va circuler 7 fois plus vite qu'une vraie information. Pourquoi j'en parle? Parce que, à force de vous faire marteler toute la journée sur les réseaux sociaux, en ouvrant vos boucles WhatsApp, en ouvrant vos mails, et ensuite en discutant avec vos amis, en force de vous faire marteler des choses qui sont totalement erronées, il en reste toujours un petit quelque chose. Et ce doute qui commence à monter en vous peut se transformer en colère. Et la colère, on peut ensuite la constater dans les rues, parfois dans certains pays, et on la constate dans les urnes, avec le silence des urnes, le bruit de la rue, et ça peut suffire à renverser une démocratie. On discutait avec quelques collègues à midi, et on constatait que parmi les partisans farouches de Poutine dans nos pays respectifs sur les réseaux sociaux, on n'est pas finalement autant surpris que ça de constater que beaucoup étaient des opposants farouches à la vaccination, par exemple, il y a quelques mois, dans nos pays respectifs, eux aussi. Donc il faut qu'on soit combatif. Il ne faut pas lâcher de ce point de vue-là. Deuxième élément, pour des démocraties qui sont tellement matures qu'elles sont peut-être un peu vieillies et qu'elles peuvent peut-être moins fasciner et moins passionner, parce qu'on perd la notion du confort et de la chance d'être en démocratie quand on s'y est trop habitué. Il faut que nous, responsables publics, soyons capables de donner les clés de la démocratie aux citoyens, que chacun puisse être acteur, que chacun se sente utile. Je vous donnerai un exemple, et qui d'ailleurs va dans l'intérêt de tous, le combat pour le climat. Vous interrogez des jeunes aujourd'hui, il y en a beaucoup dans la salle, et je les salue, et quand vous demandez quelle est la cause que vous voulez servir aujourd'hui, la plupart vous répondent, en tout cas c'est le cas en France, le climat.
Eh bien, on doit l'entendre, on doit s'appuyer là-dessus, on doit donner les clés de lecture, les clés de compréhension, on doit rendre les gens acteurs. Il faut qu'on utilise aussi des nouveaux moyens, de la gamification, les réseaux sociaux, pour permettre à chacune et chacun de nous dire à nous, pouvoir public, ce qu'ils attendent en termes de priorité, et d'être capable d'évaluer en temps réel ce que nous faisons. La démocratie, elle ne peut pas être figée tous les 5 ans ou tous les 4 ans à l'occasion d'une élection nationale. La démocratie, elle doit vivre tous les jours. Et donc, il faut qu'on puisse la moderniser et qu'on puisse l'ouvrir. Voilà, c'est modestement les missions qui m'ont été confiées à l'échelle de mon pays par le président de la République. Merci beaucoup, Olivier Véran. Oui, tout à fait. J'ai encore plein de questions pour vous, notamment cette idée que l'inégalité, c'est le plus grand ennemi de la démocratie. Tout ce qu'on pourrait faire encore, pour peut-être diminuer l'inégalité aussi dans un pays aussi développé que la France. Mais je vais d'abord m'adresser à votre voisine, Madame Salomé Zourabichvili. Donc, on va faire ça aussi en français, je pense. L'année prochaine, la Géorgie, donc à la tête vous êtes, va fêter les 20 ans de la Révolution rose. À partir de cette expérience, quels, selon vous, sont les facteurs les plus importants qui ont renforcé la démocratie dans votre pays pour en faire aujourd'hui, il faut bien le dire, un vrai espoir dans votre région du monde? Je crois que d'abord, ça commence. Tout le monde connaît la Révolution des Roses, ça a été plus répété à l'extérieur, mais la démocratisation de la Géorgie a commencé bien avant. Elle a peut-être commencé d'ailleurs il y a des siècles, mais pour la période récente, elle a commencé le siècle dernier avec la première indépendance en 1918, qui a été interrompue par une invasion russe, par une occupation russe et par ensuite 70 ans d'un régime soviétique avec tout ce que ça a apporté de changement de mentalité, de répression, d'isolation et la reprise de ce trajet démocratique à partir de 1991. Et c'est tout de suite une nouvelle attaque de la Russie à travers les territoires séparatistes, mais tout le monde sait que c'était, sauf l'Occident qui n'a pas voulu à ce moment l'avoir, mais tout le monde sait que c'était la Russie qui attaquait avec ses armements et avec ses soldats. Et puis à nouveau en 2008, et à travers ce parcours de résistance nationale, je dirais, il y a un parcours de résilience démocratique qui commence dans cette salle quand la Géorgie est acceptée au Conseil de l'Europe comme la première institution européenne où elle est acceptée et où le Premier ministre de l'époque dit ces paroles qui sont répétées aujourd'hui par tous les étudiants géorgiens. Je suis européen et donc je suis géorgien. Ou je suis géorgien et donc je suis européen. Et c'est ce que pense depuis lors et ce que veut depuis lors 80% de la population géorgienne. Avec des hauts et des bas, nous n'avons certes pas une démocratie parfaite, mais qui d'entre vous aujourd'hui, nous avons eu des périodes où les réformes avancent plus vite, d'autres où elles avancent moins vite, mais nous avons les défis qui sont ceux des démocraties aujourd'hui. Les défis, c'est celui auquel résiste extraordinairement, et je veux rendre ici hommage à l'ensemble de la nation ukrainienne. Ce n'est pas seulement l'armée, c'est toute la nation. Et ce qui est le plus frappant sans doute et le plus extraordinaire, c'est l'unité absolue de cette nation devant ce grand défi. Et c'est ça qui est probablement le nerf de cette guerre qui réussit et qui survit. Donc il y a ces défis. Il y a l'autre défi des démocraties, c'est la polarisation qui nous a, je dirais, envahis, qui est partout, que ce soit, alors bien entendu, dans la politique pure, entre les partis politiques, mais aussi dans les médias, mais aussi même dans l'Église, qui est une grande institution très importante en Géorgie, qui elle-même quelque part, est traversée par ces lignes de rupture de la polarisation. Et la polarisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne fait plus confiance à l'autre, que l'on considère que l'autre est déjà un ennemi.
Donc quand on a un ennemi sur la frontière, quand on est dans une région dont la stabilité n'est pas encore établie parce qu'elle n'est à l'intérieur d'aucune des institutions de sécurité. La frontière européenne comme la frontière de l'OTAN ne nous a pas encore rejoints et donc nous savons que nous sommes dans une espèce de zone, je ne dirais pas grise, mais pas encore de sécurité. Et à ce moment-là, la polarisation devient un crime contre la nation. Parce que c'est ce qui affaiblit le plus, c'est ce qui est le plus utilisable par l'ennemi quand il ne t'attaque pas militairement, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas, sauf à travers les régions occupées de la Géorgie, donc 20% du territoire. Il ne faut pas oublier que nous avons des bases militaires russes dont certaines sont à moins de 30 km de la capitale. Donc ce n'est pas une situation toujours très rassurante. C'est une situation avec laquelle on vit et malgré laquelle on développe cette résilience démocratique, même si elle est encore une fois imparfaite. Et le troisième défi, c'est l'absence de réaction de nos partenaires européens. C'est vrai que la Géorgie a connu ce cheminement qui est avancé depuis le voisinage. Moi, je me souviens quand je suis arrivée en Géorgie, à l'époque comme ambassadrice française et pas encore comme ministre géorgienne, et tout le monde me disait la politique de voisinage, c'est pas pour la Géorgie. C'est trop loin et ça ne sera jamais le cas. Et puis après, il y a eu la politique de voisinage, il y a eu l'association, il y a eu la libéralisation des visas, il y a eu le marché libre. Tout ça, ce sont des pas extrêmement importants. Mais là où il n'y a pas eu la réaction européenne, c'est qu'il n'y a pas eu... on n'a pas été embrassé à l'intérieur de cette famille européenne. Et peut-être que la communauté politique européenne répond en partie, mais la grande déception qui a été celle de la Géorgie au moment d'accorder le statut de candidat à l'Ukraine, ce qui a été tout à fait compris par la population et à la Moldavie, mais malgré tout une déception. C'est-à-dire nous restons à l'extérieur et ça veut dire que le message envoyé à l'autre, l'autre grand voisin, au nord, c'est que là, il y a peut-être un ventre mou qu'on peut un jour utiliser, où on peut compenser d'autres pertes ou d'autres défaites. Donc ça, c'est une inquiétude et une espèce de déception, je dirais, existentielle, qui est qu'on se sent tellement européen depuis tellement longtemps que quelque part, il faut rejoindre cette famille européenne. Donc moi, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus de temps à perdre. Il faut la candidature pour la Géorgie. Le message a été compris. Vous n'avez pas été parfait et on n'est pas parfait. Mais aujourd'hui, il faut la candidature et après, il faudra que le cheminement suivant soit lui aussi très, très rigoureux. Très bien, merci beaucoup pour cette intervention. Une idée peut-être, c'est de créer une sorte de communauté globale des démocraties. Parce que nous avons plein d'institutions internationales, mais où ça n'a jamais été le total critère, si on est démocratie ou pas. Est-ce qu'il faudrait peut-être qu'on s'organise autrement entre nous? Vous parlez donc de l'adhésion de la Géorgie à l'Union européenne, qui, sans aucun doute, depuis l'attaque de la Russie envers l'Ukraine, est devenue plus urgente, c'est évident. Mais est-ce qu'il n'y aura pas, peut-être nous n'aurons pas intérêt à devenir plus offensifs en nous démarquant des pays non démocratiques pour faire comprendre aux citoyens, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, que 47% de la population mondiale vit dans un pays démocratique ou, disons, à l'aspiration démocratique, on va dire. Est-ce qu'il ne faudra pas que nous renforçons nos liens pour que, justement, se mettre plus clairement en ordre de bataille contre l'autre? Parce que là, franchement, je pense qu'avec entre une autocratie et une démocratie, il n'y a pas de chemin en commun au milieu. Il faut clairement dire, c'est pas le modèle que nous voulons. C'est une question que je vous pose à vous tous. Est-ce qu'il ne faudra pas que nous nous organisons mieux en tant que club des pays démocratiques? It's a question to all of you, and you can answer in the language you would like to. Moi, si je peux entamer ce nouveau débat, je crois que c'est
pas tant une question d'organisation, parce qu'on en a beaucoup. Maintenant, les États-Unis aussi ont inventé le sommet des démocraties. Il y a cette communauté politique européenne. Donc il y a beaucoup d'endroits où on peut se retrouver. Je crois que le vrai nerf de la guerre, la vraie question, c'est que les démocraties cessent de croire qu'on peut changer les régimes totalitaires ou autocratiques en les cooptant, avec le business, avec des bonnes paroles. C'est ça qui nous a amenés jusqu'à la tragédie aujourd'hui en Ukraine. C'est ce que l'Allemagne a essayé avec la Russie, s'approcher à travers des liens de business. Nous voyons bien où ça nous a amené. Aujourd'hui avec la Chine. Pardon? Aujourd'hui avec la Chine. Olaf Scholz en revient, on est bien d'accord. Monsieur Véran. J'ai une certitude, c'est que là, on doit être très fort ensemble. C'est-à-dire que là où les démocraties doivent s'allier, c'est dans le refus systématique, obstiné, jusque-boutiste, de l'interventionnisme des régimes autocratiques qui, de l'extérieur, veulent venir déstabiliser nos démocraties. Et on est assez nombreux à faire face aux mêmes adversaires qui, avec les mêmes méthodes, essayent de manière plus ou moins insidieuse de venir percuter nos démocraties. Parce que ça les ennuie. Parce que voir qu'une démocratie dure, voir que les gens peuvent y être épanouis, heureux, même s'il y a trop d'inégalités. Mais voir que ces systèmes-là, finalement, ils permettent à des dirigeants d'être réélus, ou en tout cas de se passer le ballon, et d'avoir un système qui est harmonieux, élection après élection, sans semer la terreur et sans avoir peur du jour au lendemain d'être soi-même victime d'un putsch parce que les gens en ont marre, ça les agace. Ils n'aiment pas voir que les démocraties sont heureuses. Donc ils les attaquent de l'extérieur. Et là, on doit être beaucoup plus malin, je pense, que ce qu'on est aujourd'hui. C'est notre capacité à nous associer ensemble pour se faire une barrière de protection. Je pense évidemment à Internet, mais à d'autres moyens aussi par lesquels ils essayent de venir fragmenter et fragiliser nos systèmes démocratiques. Est-ce que je peux juste reprendre ce que vous dites, parce que c'est intéressant par rapport à une question qu'on a eue ce matin. Vous avez parlé de eux, des adversaires. C'est qui exactement? Ils sont regroupés, c'est qui les adversaires? Est-ce qu'il y a beaucoup d'adversaires différents ou c'est qui eux qui en veulent à notre démocratie? En réalité, les mêmes adversaires peuvent frapper les intérêts d'un pays un peu partout dans le monde. Et selon le pays qui est concerné, on ne parlerait pas forcément des mêmes adversaires, en tout cas pour les systèmes démocratiques. Je suis ministre, donc je vais rester un peu diplomate, sinon je vais me faire engueuler quand je vais rentrer. Néanmoins, vous le voyez qu'il y a dans certains pays africains, vous avez cité le Burkina Faso tout à l'heure, en l'espace d'un week-end, un centre culturel peut être incendié, avec un appel à venir semer le chaos contre les intérêts de puissances européennes, en l'occurrence amies qui interviennent en fraternité dans certains pays, et non pas avec une velléité de conquête. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, dans n'importe quel endroit, n'importe quand, des intérêts étrangers peuvent venir fragiliser les intérêts de telle ou telle nation parce qu'elle est démocratique. Très bien, donc nous avons parlé de l'idée de peut-être de nous regrouper un peu plus en tant que pays, mais parlons de cette autre grande faiblesse de nos démocraties, c'est le manque de croyance des peuples qui y habitent. Le manque d'adhérence, parfois, bien sûr pas toujours la majorité. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlait de la fréquence des élections et que parfois les gens en ont marre et peut-être il en faudra moins. Je ne suis pas certain. D'ailleurs, un très bon exemple, c'est l'Israël, où on a voté 5 fois, je crois, en 3 ans, où la participation a quand même dépassé les 70%. Donc, au moment où on... Alors, comment peut-on faire pour que les habitants d'un pays démocratique comprennent plus que c'est une absolue valeur de vivre en démocratie et que ça vaut la peine de défendre? Donc, comment augmenter l'adhésion, je dirais, des peuples démocrates à leur démocratie? C'est une vraie question. Ça, c'est toujours l'idée comment on peut renverser la pendule. Hein. C'était la question de notre panel. Dans cette idée-là, c'est comment empêcher à ce qu'une démocratie va vers quelque chose de plus populiste, ou même l'Italie, c'est évidemment, ça reste une démocratie, mais c'est très inquiétant ce qui est arrivé au pouvoir. Madame Meloni et ses 2 acolytes, le cours qu'ils vont donner à l'Italie, c'est sûr, c'est pas ce que l'Europe et des valeurs démocratiques basiques au moins souhaitent le faire. Alors comment faire pour augmenter l'adhésion des citoyens à leur démocratie? C'est une large question, je vous en prie. Avec plaisir, une Ukrainian answer to start. Я думаю, що тут треба працювати над тим, що знов-таки мій колега з Нігеру ще з самого початку сказав, що має бути відповідальність.
І коли демократія з тих чи інших причин починає генерувати якісь рішення, які не відповідають як мінімум тим, хто її обрав, а як максимум всьому суспільству, да, то тоді буде зменшуватись довіра до політиків в цілому, до політиків будь-яких, до політикуму. Якщо це помножити на те, про що казав мій колега з Франції, на соціальні мережі, на вільну інформацію, на можливості маніпулювання цією інформацією, то, звичайно, легко інсталювати будь-які думки, і, зокрема, і ті, які можуть мімікрувати під демократію, бути схожими, да? Або бути більш чи менш популістичними. Але я б говорив також і про те, що ми маємо і зробити висновки із тієї ситуації, яка з Грузією, з Україною, з Росією відбувається. Да? Тобто це все-таки питання не лише до цінностей наших, і про що ми тут говоримо, до ціннісного виміру, а це ще питання до практичного виміру роботи міжнародних організацій, наприклад. Да? І системи колективної безпеки, яку ці міжнародні організації сформували. Я маю на увазі, наприклад, Організацію Об'єднаних Націй. Тобто у нас дуже велика дискусія зараз має відбуватися. Да? Не лише у нас в Україні в окопах, там, де солдати, да, захищають зараз Україну і Європу, і вони ведуть там такі дискусії у вільний час. А де ж ООН? Ми 9 місяців виконуємо функцію Ради безпеки ООН в окопах. Да? Але ми маємо працювати над тим, щоб ці питання виносились на такі майданчики. У нас серед нашої делегації, наприклад, є представники політичної школи, Українська школа політичних студій, я бачу кілька людей тут. Це найкращі представники нашого громадянського суспільства саме. Незважаючи на війну і на всі процеси, які відбуваються, ми, як країна, продовжуємо цей діалог і пошук вести. І я думаю, що це теж гарний приклад. Весь світ бере приклад з Brave Ukrainians на полі бою, але ми можемо додати сюди і те, що ми робимо по збереженню і розбудові демократії і в сфері громадянського суспільства, і в сфері політики, і в сфері дискусії. Я думаю, що над цим варто працювати. А щодо відсотків, у нас є така приказка «Idioms». Не обов'язково, щоб було багато. Головне, щоб було достатньо. Чи 40% в світі – це багато, чи мало? Чи нам треба 80%, але яка буде якість? Може, демократії не має бути 100%, але там, де вона є, в тих 40% населення, це може бути по аналогії з тим, як Рада Європи – це серце Європи, а це може бути серцем світу і совістю світу, демократія. А тоді, можливо, поступово, якщо ми будемо слідкувати правилам і працювати над безпекою, ми вилікуємо